J'étais assis dans le silence suffocant de mon bureau d'angle, à exactement 20 heures. Le reste de l'étage de l'entreprise était vide depuis des heures, ne laissant que le faible ronronnement mécanique de la climatisation centrale et le lointain et discret mugissement du trafic urbain, 12 étages en dessous de ma fenêtre. Mon grand bureau en acajou était complètement enseveli sous une montagne de rapports complexes sur la logistique des flottes commerciales. Je fixais des pages interminables, détaillant les itinéraires d'expédition, les mesures de consommation de carburant diesel et les horaires de chauffeurs épuisés pour la période des fêtes qui approchait rapidement. J'avais une tasse de café noir tiède et amer dans une main et un surligneur jaune dans l'autre. J'étais complètement absorbé par le travail fastidieux de réduire les coûts opérationnels trimestriels au minimum. C'était toute ma vie. Je vivais la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'avais impitoyablement sacrifié toutes mes 20 ans, ma vie sociale personnelle et toute apparence d'une existence normale et détendue pour bâtir cette entreprise de logistique, d'une simple camionnette de livraison louée à une puissance régionale dominante. J'étais sur le point de signer un accord de location pour un nouvel entrepôt massif lorsque ma ligne téléphonique privée et sécurisée a commencé à sonner. Ce fut un son âpre et discordant qui brisa l'atmosphère silencieuse de la pièce vide. Je jetai un coup d'œil à l'écran lumineux d'identification de l'appelant Rosalind. Elle était ma gestionnaire de patrimoine senior au sein de la principale société d'investissement qui s'occupait de tout mon portefeuille financier. Rosalind était une professionnelle notoirement stricte et respectueuse des règles, qui n'appelait absolument jamais mon numéro privé après les heures de trading, à moins d'un changement de marché massif et sans précédent ou d'une catastrophe financière urgente. J'ai décroché le lourd combiné, m'attendant pleinement à une mise à jour sèche et calculée sur mes obligations municipales, ou peut-être à une question de routine rapide concernant une fluctuation mineure récente de l'indice mondial du marché technologique. Au lieu de cela, elle a prononcé une seule phrase dévastatrice qui fit geler le sang dans mes veines et l'air s'évaporer entièrement de mes poumons. Finian, dit-elle, sa voix habituellement calme étant anormalement tendue et empreinte d'une pointe distincte et indéniable de panique professionnelle. Nous venons de traiter les documents légaux accélérés pour ajouter votre frère Kees en tant que titulaire de compte joint, avec des privilèges de retrait illimités, à votre portefeuille d'investissement principal. Mon cœur heurta mes côtes avec la force brutale d'un coup physique. Je me suis levé si incroyablement vite que ma lourde chaise de bureau de direction en cuir s'est violemment écrasée contre l'épais mur de verre derrière moi, le bruit fort résonnant sèchement dans le couloir vide. Quel document, ai-je exigé, ma voix tombant à un murmure dangereux et bas, qui me semblait complètement étranger. Je n'ai autorisé personne à toucher mes 12 800 000 $. Rosalind semblait profondément préoccupée, et j'entendais le cliquetis rapide et frénétique de son clavier d'ordinateur, alors qu'elle tirait désespérément les fichiers numériques de son côté de la ligne. L'autorisation est venue directement de vos parents, Évandé et Geneviève, expliqua-t-elle soigneusement, traitant la situation explosive avec la prudence extrême qu'elle méritait à juste titre. Ils ont présenté un document de procuration formelle en personne à notre agence principale du centre-ville cet après-midi, juste avant la fermeture. Ils ont affirmé que vous étiez complètement incapable en raison d'une crise de santé soudaine et grave, et que Kees avait besoin d'un accès financier immédiat et illimité pour gérer votre succession et couvrir les dépenses médicales d'urgence astronomiques en votre nom. J'ai senti une vague massive de rage pure et non adultérée m'envahir tout entier, une colère si intense et brûlante qu'elle fit littéralement que ma vision périphérique se brouillait en ombre sombre. J'étais parfaitement sain. J'étais parfaitement debout dans le siège de ma propre entreprise de logistique, un immense empire commercial que j'avais bâti de zéro, à travers 12 années brutales d'enfer absolu. J'avais survécu à des semaines de travail de 80 heures, à un stress chronique incessant, à des quasi-faillites au début de l'exploitation, et à aucune aide financière ou émotionnelle de ma famille. Mes parents venaient de donner avec joie à mon frère aîné les clés de toutes mes économies. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et la pure malice calculée de cela me rendait physiquement malade. Kees était actuellement noyé sous une dette massive et insurmontable due à sa franchise de fitness boutique gravement mal gérée. Et mes parents avaient apparemment décidé, sans la moindre hésitation, que mon argent durement gagné était le parfait radeau de sauvetage pour son navire en perdition. Ils avaient littéralement commis un acte coordonné de fraude fédérale pour voler mon empire au profit de leurs précieux enfants gâtés. Retirez-lui l'accès à l'instant même, ai-je ordonné, serrant si fort le bordure de mon bureau en acajou massif que mes jointures sont devenues complètement blanches et mes articulations me faisaient mal. Rosalind laissa échapper un soupir lourd et incroyablement frustré qui me dit tout ce que j'avais désespérément besoin de savoir sur les réglementations bancaires rigides. Finian, parce que le document de procuration semblait juridiquement contraignant, contenait toutes vos informations personnelles correctes, et était officiellement estampillé et notarié,
le système bancaire automatisé a immédiatement initié le protocole de statut joint. Je peux manuellement geler les virements sortants pendant exactement 24 heures pendant que notre service juridique enquête sur cela pour fraude potentielle. Mais d'ici demain midi, son accès sera complètement actif sur l'ensemble du réseau financier. S'il tente de liquider vos actifs directement via le portail en ligne, ou de les transférer vers un autre compte externe lié avant que notre équipe juridique n'invalide officiellement le document falsifié, nous pourrions avoir un problème massif et irréversible. 24 heures. Je regardais sans voir, par la fenêtre du sol au plafond de mon bureau, les lumières de la ville s'estompaient au loin. C'était tout le temps que j'avais avant que mon frère ne puisse potentiellement anéantir 12 800 000 $. L'argent pour lequel j'avais saigné, l'argent qui représentait ma sécurité, tout mon avenir, et chaque sacrifice que j'avais fait depuis mon adolescence. J'ai remercié Rosalind de l'avoir découvert si tôt, lui ai dit de geler tout ce qu'elle pouvait légalement faire, et j'ai raccroché. Je fixais l'écran sombre, la pièce tournant légèrement. 12 800 000 $, le travail de ma vie. Et en 24 heures, mon frère aurait le pouvoir de l'anéantir. Mais ils avaient oublié un détail crucial sur la façon dont j'avais construit mon empire. Je me suis lourdement laissé tomber sur ma chaise de bureau et j'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs amers et profondément toxiques de mon enfance inonder mon esprit épuisé. J'avais appris très tôt dans ma vie que ma survie émotionnelle et financière dépendait entièrement de n'attendre absolument rien de mes parents. Je ne réalisais simplement pas, jusqu'à ce moment précis, à quel point ils s'attendaient à me prendre. En grandissant dans notre maison de banlieue discrète, d'une normalité agressive, la dynamique familiale tordue était complètement impossible à ignorer. Kees était le fils flamboyant et magnifique, le centre incontesté de leur univers entier. Et j'étais juste un rocher froid et silencieux flottant sans but dans son ombre, seulement reconnu quand je me mettais en quelque sorte en travers de son chemin. Quand Kees ramenait un misérable C- à un test de mathématiques de collège de base, ma mère se précipitait immédiatement à la cuisine pour lui préparer un énorme gâteau au chocolat élaboré, pour célébrer son effort remarquable. Elle caressait ses cheveux et lui disait que le professeur était simplement trop sévère, que le système scolaire public était fondamentalement défectueux, et que son génie créatif unique ne pouvait absolument pas être confiné par quelque chose d'aussi mondain que les chiffres. Quand je ramenais un bulletin scolaire parfait avec des A partout, mon père jetait à peine un coup d'œil au papier avant de me le rendre, me disant sèchement de ne pas me monter la tête, car personne n'aimait un petit malin, et que les notes n'étaient pas tout dans le monde réel. La disparité flagrante et douloureuse devint manifestement évidente quand nous atteignîmes enfin l'âge d'aller à l'université. Je voulais désespérément étudier la gestion de la chaîne d'approvisionnement, sachant que c'était une carrière exigeante mais très stable. Quand je les ai assis à la table de la cuisine pour demander respectueusement un peu d'aide pour le dépôt initial, mes parents m'ont dit, avec des visages complètement impassibles et indifférents, qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre de m'aider avec mes frais de scolarité. Ils ont cité l'économie nationale difficile et leur besoin strict d'économiser agressivement pour leur propre retraite. J'ai dégluti l'énorme boule de déception dans ma gorge et j'ai accepté sans un seul mot de plainte. J'ai ensuite passé 4 années épuisantes et angoissantes à travailler des équipes de nuit brutales dans un entrepôt de transport commercial gelé et mal éclairé, à la périphérie dangereuse de la ville. Je sentais en permanence le carburant diesel bon marché, la poussière de carton et le café rassis pendant 4 ans d'affilée. Je dormais un maximum de 4 heures par nuit, m'évanouissant souvent dans la bibliothèque universitaire, le visage collé à un manuel. Je mangeais des nouilles instantanées bon marché et salées jusqu'à ce que la simple vue de l'emballage en plastique me retourne l'estomac. J'ai payé chaque centime de mes coûteux frais de scolarité moi-même, obtenant mon diplôme avec les plus grands honneurs et de profondes cernes permanentes sous les yeux. Pendant ce temps, Kees décida de manière dramatique qu'il avait besoin d'un temps indéfini pour vraiment se trouver. Il changea nonchalamment de majeur universitaire 5 fois, abandonna 2 fois parce que les cours d'introduction étaient entièrement trop exigeants pour son emploi du temps délicat, et passait ses week-ends à faire la fête agressivement sur le campus. Et comment mes parents ont-ils géré l'économie nationale difficile? Ils se sont alors rendus chez le concessionnaire local et lui ont acheté une toute nouvelle voiture de sport rouge vif pour son 21e anniversaire, parce qu'il se sentait légèrement déprimé de prendre du retard sur ses pairs qui réussissaient. Je me souviens vivement d'être debout dans notre allée en béton fissuré, portant mon uniforme d'entrepôt sale et taché d'huile, le regardant faire rugir bruyamment le puissant moteur pendant que mes parents applaudissaient et acclamaient depuis le porche. Ma mère s'était approchée, m'avait tapoté l'épaule de manière dismissive et avait dit « Ton frère est très sensible, Finian. Il a une âme fragile. Il a besoin d'un peu plus de soutien financier et émotionnel pour trouver sa place dans ce monde difficile. »
Tu es fort. Tu peux très bien te débrouiller. C'était leur excuse universelle pour absolument tout. Finian est fort. Finian peut gérer ça. Au fil des années difficiles, j'ai réalisé avec une clarté écrasante que cette phrase se traduisait en réalité par « Finian n'a pas d'importance ». Quand j'ai finalement lancé ma compagnie de logistique de flotte commerciale quelques années après l'obtention de mon diplôme, travaillant depuis un petit garage loué, j'ai ravalé ma fierté restante et j'ai demandé à mon père de simplement co-signer un petit prêt commercial. Juste une signature sur un morceau de papier. Pas d'argent comptant, pas de risque financier direct pour lui si je réussissais, ce que je savais que je ferais. Il a refusé catégoriquement, me regardant droit dans les yeux et me disant que c'était beaucoup trop risqué et qu'il avait strictement besoin de protéger son impeccable code de crédit. Exactement 3 mois plus tard, j'ai découvert par l'intermédiaire d'un parent bavard que mon père avait secrètement refinancé leur maison familiale pour donner à Kees une somme forfaitaire à 6 chiffres en espèces pures afin de démarrer une franchise de salle de sport de luxe ridiculant. Centre-ville. J'ai senti un morceau de mon cœur se figer définitivement ce jour-là. J'ai bâti ma propre entreprise brique par brique douloureuse. J'ai négocié des contrats brutaux et impitoyables, conduit moi-même les lourds camions de marchandises lorsque mes chauffeurs se déclaraient malades à 3 heures du matin. Et je me suis rigoureusement formé au marché financier complexe pour investir judicieusement mes profits d'entreprise durement gagnés. J'ai constitué un portefeuille de 12 800 000 $ discrètement, sans jamais faire étalage de ma richesse, vivant dans un appartement remarquablement modeste. Tandis que j'ai agressivement capitalisé mes rendements, je suis resté discret et j'ai gardé la bouche fermée. J'ai appris très tôt que ma survie dépendait de n'attendre rien d'eux. Je ne réalisais simplement pas à quel point ils s'attendaient à me prendre. Pendant que j'étais là dehors sous la pluie glaciale, construisant une base financière solide et incassable pour mon avenir, Kay s'était incroyablement occupé à construire un château de cartes très fragile, destiné à s'effondrer. Sa franchise de fitness boutique était une leçon magistrale de mauvaise gestion, de dépenses imprudentes et d'arrogance aveuglante extrême. Il a loué des locaux commerciaux haut de gamme, incroyablement chers, en plein cœur du quartier branché du centre-ville, signant un bail qu'il ne pouvait absolument pas se permettre sur ses marges prévisionnelles trop optimistes. Il a importé des machines d'exercice italiennes exclusives et absurdement chères qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnent en une année entière de dur labeur. Il a enthousiasmement embauché des entraîneurs personnels hors de prix et tape à accent grave-l'œil, qui se préoccupaient bien plus de contempler leur propre reflet dans les murs de miroir que d'aider réellement les clients payants. Mais le plus accablant de tout, Kees passait bien plus de temps à soigneusement soigner sa présence impeccable sur les réseaux sociaux qu'à gérer réellement les opérations quotidiennes de son entreprise. Si vous ne regardiez Kees que sur Instagram, vous penseriez absolument qu'il était un titan milliardaire de l'industrie du fitness. Lui et sa fiancée glamour et très exigeante, Lyra, postaient quotidiennement des photos fortement éditées provenant de restaurants biologiques haut de gamme, de vacances tropicales de luxe dans des villas privées, et d'événements de networking exclusifs de salles de sport VIP. Lyra était le parfait équilibre toxique pour son ego massif et fragile. Elle adorait profondément les sacs à main de créateurs en édition limitée, le champagne vintage coûteux, et l'illusion enivrante et addictive d'une richesse infinie. Lyra lui chuchotait constamment du poison à l'oreille, l'encourageant à exiger de plus en plus d'argent de nos parents vieillissants pour maintenir leur style de vie ridicule et insoutenable. Elle l'a fermement convaincu qu'il devait constamment paraître incroyablement riche afin d'attirer d'autres clients riches à la salle de sport. C'était une stratégie classique pathétique de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez, sauf qu'il brûlait de l'argent réel à un rythme alarmant et catastrophique. Grâce à ma vaste expérience en logistique, en comptabilité d'entreprise et en analyse commerciale impitoyable, je connaissais la vérité brutale et indéniable derrière leurs photos soigneusement filtrées. Je savais que ces salles de sport étaient pratiquement vides chaque jour en milieu d'après-midi. Je savais qu'il offrait désespérément d'énormes réductions non rentables sur les abonnements annuels juste pour essayer d'attirer de nouvelles personnes et payer les énormes frais généraux mensuels. Je savais qu'il était noyé sous des dettes d'entreprise et des prêts personnels à taux d'intérêt élevés. Au cours des 12 derniers mois, les subtiles allusions passives-agressives de mes parents s'étaient progressivement transformées en demandes agressives et directes de mon argent. Evandé appelait ma ligne privée au travail en plein milieu de la journée et se plaignait pendant 1 heure de l'incroyable stress et du dépassement de Kees face au marché changeant. Geneviève pleurait littéralement hystériquement au téléphone, me disant que la famille avait désespérément besoin de rester unie en ces temps économiques difficiles, et que j'avais évidemment beaucoup plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Je les ai toujours coupés court immédiatement, froidement et fermement.
Je leur ai dit que mon argent était complètement immobilisé dans des actifs d'entreprise et des investissements non liquides à long terme. Je leur ai répété, patiemment, que je n'étais pas une banque caritative et que Kees avait désespérément besoin d'apprendre à gérer un simple compte de profit et perte avant que son entreprise n'implose. Mais Lyra continuait de pousser Kees sans relâche, et Kees continuait de pousser nos parents faibles et complaisants. Ils se sentaient complètement indiscutablement en droit de profiter de ma réussite financière. Ils croyaient sincèrement que, simplement parce que je partageais leur génétique et avais grandi sous le même toit, mes 12 800 000 $ étaient en quelque sorte un bien commun attendant d'être réclamé par la famille. Ils regardaient ma vie discrète et très disciplinée, mon absence totale de voiture de sport à accent grave-l'œil ou de montre de marque, et ils décidaient que j'étais égoïstement et avidement en train de thésauriser des richesses qui appartenaient légitimement à l'enfant chéri qui, lui, savait en profiter correctement. Je pouvais clairement imaginer les conversations toxiques et désespérées qu'ils avaient dû avoir dans le salon de mes parents au cours des dernières semaines, alors que les créanciers commençaient à appeler. Lyra se plaignant bruyamment des factures de cartes de crédit premium plafonnées. Kees menaçant de manière dramatique de déclarer une faillite totale, ruinant le nom estimé de la famille et sombrant dans la dépression. Ma mère pleurant hystériquement à propos de son précieux et sensible garçon perdant son entreprise de rêve ultime. Et puis l'idée brillante, hautement illégale et complètement insensée de simplement me prendre l'argent par la force. Ils se sont sans aucun doute convaincus que ce n'était pas réellement volé. Ils l'ont probablement fièrement appelé un « prêt familial forcé », qu'ils rembourseraient certainement avec intérêt une fois que les salles de sport deviendraient follement rentables. Kees jouait au milliardaire sur Instagram, mais en coulisses, son château de cartes s'effondrait rapidement, et j'étais sur le point de devenir son renflouement involontaire. La seconde même où j'ai raccroché avec Rosalind, je l'ai décroché à nouveau d'une main tremblante et j'ai immédiatement composé le numéro de Thaddeus. Thaddeus était mon avocat financier personnel, un homme d'une intelligence redoutable, impeccablement habillé, dont le sang coulait pratiquement glacé dans ses veines et qui aimait sincèrement écraser les personnes arrogantes au tribunal plus qu'il n'aimait respirer l'oxygène. Je lui ai rapidement et efficacement expliqué la situation désespérée en moins de 2 minutes, sans omettre un seul détail crucial concernant la procuration frauduleuse. Il est resté complètement silencieux pendant un long moment angoissant, avant d'émettre un sifflement bas et prédateur qui m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Comment ont-ils obtenu une procuration médicale et financière notariée, Finian, a-t-il demandé, sa voix était nette, analytique et très calculatrice. Tu n'en as absolument jamais signé une avec mon bureau, et je sais pertinemment que tu es bien trop paranoïaque pour en signer une ailleurs sans que je n'ai examiné chaque clause en détail au préalable. J'ai serré les yeux très fort, fouillant agressivement ma mémoire épuisée pour tout souvenir lointain de signatures de documents légaux concernant ma famille. Et puis ça m'a frappé comme un train de marchandises commerciales en fuite. Il y a 5 longues années, je travaillais 90 heures par semaine lorsque mon appendice a soudainement rompu au milieu de la nuit. C'était une infection grave, potentiellement mortelle, et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital local pour une intervention chirurgicale, à peine conscient et me tordant d'une agonie absolue. Avant qu'ils ne me mettent sous la lourde et sombre anesthésie, le personnel paniqué de l'administration hospitalière m'avait frénétiquement poussé un presse-papier en plastique rempli de documents denses juste devant mon visage. J'avais un besoin urgent de désigner un mandataire médical d'urgence immédiatement avant qu'il ne puisse opérer, car j'étais complètement célibataire, terrifié et incapable de penser clairement à travers la douleur aveuglante. J'ai griffonné à la hâte les noms de mes parents et signé aveuglément une procuration médicale standard, juste au cas où les choses tournaient mal sur la table d'opération et que je me retrouvais sous respirateur. Ils l'ont gardé, ai-je réalisé à haute voix, ma voix tombant à un murmure dur et incrédule, tandis que les horribles pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit. Ils ont gardé cette satanée procuration médicale de l'hôpital d'il y a 5 ans. Ils doivent l'avoir altérée numériquement, falsifier une toute nouvelle première page détaillant une autorisation financière étendue, conserver la page de signature originale et légitime du dossier de l'hôpital. Et avait réussi à convaincre un notaire louche, facilement corruptible, d'apposer un cachet d'autorisation financière sur l'ensemble du dossier. J'entendais Thaddeus taper furieusement sur son clavier mécanique à travers le téléphone, le cliquetis résonnant dans mon bureau silencieux. C'est une fraude électronique criminelle, une usurpation d'identité grave et l'utilisation d'un document légal contrefait, a-t-il déclaré d'un ton factuel, dénué de toute émotion, mais pure stratégie juridique. La banque d'investissement l'a accepté aujourd'hui parce que vos parents sont vos plus proches parents officiellement documentés. Et ils ont probablement monté un spectacle théâtral spectaculaire, larmoyant et primé sur une urgence médicale soudaine et tragique, en plein milieu du hall de la banque.
Les employés de banques de niveau inférieur paniquent toujours et contournent délibérément les protocoles de vérification de sécurité rigoureux standards lorsque des urgences médicales de vie ou de mort sont bruyamment mentionnées par des mères en pleurs. Rosalind l'a immédiatement découvert parce qu'elle est excellente dans son travail et connaît vos habitudes réelles. Mais l'énorme machine bureaucratique insensible du logiciel bancaire a déjà officiellement traité le statut de compte joint dans ses mainframes centraux. Alors, que faisons-nous exactement maintenant, ai-je demandé, le choc et la colère initiaux, aveuglants, se solidifiant lentement mais sûrement en quelque chose d'incroyablement froid, sombre et d'une acuité inimaginable. Je ne le laisserai pas toucher un seul centime de mon argent. Pas un maudit centime. Je réduirai tout le portefeuille en cendres avant de laisser Kay s'acheter une montre de marque avec ma sueur. Thaddeus a gloussé, un son sec, totalement dépourvu d'humour, qui signifiait que quelqu'un était sur le point de perdre absolument tout ce qu'il chérissait. Nous ne faisons pas que bloquer son accès, feignant. Nous le laissons marcher droit dans le piège à ours. Si nous bloquons simplement le compte maintenant par des injonctions légales, ils la combattront avec véhémence. Affirmeront bruyamment qu'il s'agissait d'un simple et innocent malentendu sur les documents, et causeront un casse-tête juridique massif, très coûteux et prolongé devant un tribunal civil. Mais si vous déplacez personnellement l'argent vous-même, entièrement légalement, avant que son accès joint ne soit entièrement autorisé par le système bancaire automatisé demain à midi. Il exposera explicitement son intention criminelle lorsqu'il se connectera et tentera de faire un retrait massif et non autorisé. Nous allons liquider complètement l'intégralité du portefeuille ce soir. J'ai senti un sourire sombre, incroyablement dangereux, se répandre lentement sur mon visage tandis que je fixais la silhouette scintillante de la ville à travers ma fenêtre. Ce n'était plus seulement un sentiment d'exclusivité familiale. C'était une fraude criminelle. Les gants étaient officiellement retirés. Les 8 heures consécutives suivantes de ma vie furent un flou chaotique de manœuvres financières intenses et à enjeux élevés. J'ai saisi mon manteau, sprinté hors de mon immeuble de bureau et conduit ma voiture comme un fou furieux à travers les rues vides et glissantes de la ville jusqu'au bureau privé et hautement sécurisé de Thaddeus, en centre-ville. Quand je suis arrivé, il avait déjà ses énormes moniteurs allumés et nous avons immédiatement contacté Rosalind lors d'un appel conférence sécurisé et fortement crypté. Car j'étais toujours officiellement le titulaire principal original du compte et j'étais physiquement présent avec mon avocat pour vérifier explicitement mon identité sur la ligne enregistrée. J'avais l'autorité légale absolue et incontestable d'exécuter des transactions d'urgence et des virements massifs, sans aucun délai d'attente obligatoire ni retards arbitraires. Nous avons commencé à vendre agressivement mes positions soigneusement structurées, une par une. Il était véritablement physiquement douloureux de rester assis sur cette froide chaise en cuir et de voir certains de mes fonds indiciels à long terme magnifiquement sélectionnés et des obligations municipales à rendement élevé incroyablement stables être liquidés prématurément. Je subissais un léger et très agaçant impact financier dû aux pénalités de retrait anticipé, aux impôts sur les plus-values et aux fluctuations mineures du marché nocturne, mais cela valait absolument chaque centime pour protéger le capital massif de ma famille avide et voleuse. Nous avons systématiquement vendu les actions technologiques de premier ordre que je détenais depuis des années. Nous avons impitoyablement liquidé les obligations d'entreprises fiables. Nous avons transformé impitoyablement exactement 12 800 000 $ d'investissements magnifiquement diversifiés et très rentables en argent liquide pur et très disponible, temporairement déposé sur un compte de dépôt massif. Puis vint la partie vraiment belle et diabolique du brillant plan de Thaddeus. Thaddeus avait déjà mis en place de manière proactive une fiducie aveugle irrévocable pour moi il y a plusieurs mois, pour des raisons d'optimisation fiscale avancée. Cette fiducie spécifique était complètement déconnectée de mon profil bancaire personnel principal, ou sous un nom de société complètement différent, et était hébergée en toute sécurité chez une société de gestion de patrimoine privé et très exclusive. Dans un état entièrement différent que ma famille ne connaissait même pas. Virez tout de suite, ai-je dit à Rosalind, ma voix était stable, fixant intensément les chiffres verts lumineux sur l'énorme moniteur de Thaddeus. Ne laissez pas un seul dollar utilisable derrière. Nous avons exécuté le protocole de virement irrévocable massif. J'ai regardé l'écran haute résolution sans ciller tandis que les chiffres numériques se mettaient enfin à jour. 12 800 000 $ se sont déplacés silencieusement du compte joint compromis et vulnérable, et ont disparu en toute sécurité dans le coffre-fort impénétrable et fortement gardé de la fiducie aveugle. Attendez, laissez une petite fraction insignifiante derrière, suggéra soudainement Thaddeus, poussant ses lunettes à monture métallique sur l'arête de son nez avec un sourire vraiment malicieux et très satisfait. Cela maintient parfaitement le compte officiellement ouvert et actif dans le système automatisé de la banque. Ainsi,
Le statut d'utilisateur joint ne renvoie pas de code d'erreur automatique à l'email de vos parents. Laissez-le se connecter demain à midi, s'attendant à être millionnaire, et voir exactement ce qui lui reste à voler. J'ai regardé le solde restant affiché sur l'écran du terminal, 12,37 $. C'était le seuil minimum exact et précis, rigidement requis par les algorithmes de la banque pour empêcher le compte de se clôturer automatiquement en raison d'un solde nul. C'était absolument poétiquement parfait. Le transfert numérique massif était finalement terminé à exactement 4h13 du matin. Je me suis lourdement laissé tomber sur la chaise en cuir moelleux dans le bureau silencieux de Thaddeus, complètement épuisé physiquement, mes yeux brûlants à force de fixer les écrans, mais fonctionnant entièrement à l'adrénaline pure et non frelatée. Et à la douce anticipation d'une justice absolue. Nous avions réussi à sécuriser les documents légaux, à documenter minutieusement la procuration frauduleuse avec Rosalyn sur une ligne enregistrée, et à protéger complètement les actifs bien au-delà de leur portée à vide. Au moment où l'accès de caisse serait officiellement actif aujourd'hui à midi, il ne trouverait pas un empire à voler. Il trouverait un cimetière. Je suis finalement rentré à mon appartement calme juste au moment où le pâle soleil du matin commençait à se lever sur la silhouette déchiquetée de la ville. J'ai réussi à m'effondrer sur le lit et à dormir exactement 2 heures, un sommeil agité et saccadé, avant de me réveiller brutalement au son de mon téléphone qui vibrait bruyamment sur la table de chevet en bois. J'ai tendu la main, plissant les yeux face à la lumière vive, et j'ai vu que c'était un nouveau message texte de ma mère, Geneviève. Bonjour Fini mon chéri. Nous avons un bon dîner de famille ce soir à la maison. Kees et Lyra seront là aussi. Nous voulons vraiment que tu viennes. Ça fait beaucoup trop longtemps que nous ne nous sommes pas tous assis ensemble. Je prépare ton rôti préféré. Je t'aime tellement. J'ai fixé le message lumineux sur mon écran fissuré pendant très longtemps. L'audace pure et simple de cela me rendait physiquement malade à l'estomac vide. Il venait littéralement de commettre un grave crime financier fédéral en plein jour pour voler toutes mes économies. Et maintenant, il m'invitait nonchalamment à un charmant dîner de famille pour faire semblant d'être une famille heureuse autour d'un rôti. Je savais exactement ce qu'était cette mascarade dégoûtante. C'était la grande embuscade orchestrée. Ils voulaient désespérément que je sois physiquement présent chez eux pour pouvoir me lâcher soudainement la mauvaise nouvelle de l'échec de l'entreprise de Kees, me coincer dans leur salon exigu, et me culpabiliser agressivement pour que j'accepte leur prêt familial forcé. Ils croyaient sincèrement qu'ils m'avaient déjoué. Ils pensaient que les 12 800 000 $ étaient déjà sécurisés et attendaient patiemment entre les mains avides et imméritées de Kees. Et ce dîner n'était que l'annonce théâtrale formelle de mon don involontaire à son mode de vie. J'ai pris une profonde et régulière inspiration, forçant avec force le rythme de mon cœur battant rapidement à ralentir, et j'ai tapé ma réponse incroyablement soigneusement, m'assurant que mon ton était parfaitement inconscient. Ça a l'air super, maman. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et un bon repas me ferait du bien. À quelle heure dois-je être là? 19h précise, a-t-elle répondu presque instantanément, ajoutant un emoji de visage souriant ridicule. À tout à l'heure. J'ai passé le reste de la journée épuisante au bureau de logistique, gérant efficacement des itinéraires d'expédition complexes, éteignant des feux opérationnels et agissant parfaitement normalement, bien que mon esprit soit entièrement concentré sur la soirée explosive à venir. À midi exactement, j'ai reçu un email automatisé, très générique, du système de sécurité de la banque, confirmant officiellement qu'un nouvel utilisateur joint avait réussi son inscription et avait maintenant un accès complet et illimité à mon ancien compte original. Kees était officiellement entré. Je me suis sincèrement demandé s'il s'était connecté avec empressement et avait déjà regardé le solde, ou s'il attendait dramatiquement le dîner de famille pour faire sa grande et arrogante révélation. Connaissant son ego massif et fragile, et son penchant exécrable pour le dramatique, il attendait certainement un public captif pour montrer sa richesse soudaine et nouvellement acquise à sa fiancée exigeante. Il voulait probablement sortir son téléphone directement à table et me montrer d'un air suffisant qu'il avait enfin gagné. À 18h exactement, je suis rentré chez moi, j'ai pris une longue douche glacée pour me vider la tête et j'ai enfilé un costume anthracite impeccablement taillé et incroyablement cher. Si j'allais assister à des funérailles formelles pour ma relation avec ma famille toxique, j'allais absolument m'habiller parfaitement pour l'occasion. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Aucune colère visible, aucune émotion lisible. Je devais jouer le rôle du frère cadet naïf, surmené et facilement manipulable, de manière impeccable. Je devais les laisser se pendre en toute confiance avec leurs propres cordes. J'ai saisi mes lourdes clés de voiture et je suis sorti par la porte d'entrée avec assurance.
J'ai mis mon meilleur costume, pratiqué agressivement mon sourire le plus inconscient et innocent, et je me suis rendu droit à l'abattoir. Seulement cette fois, c'était moi qui tenais le couteau. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à présent, et que vous voulez voir exactement comment ce dîner explosif se déroule, pensez à montrer votre soutien à la chaîne. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à, et laisser un commentaire ci-dessous nous disant de quelle ville, État ou pays vous nous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir ces histoires incroyables de revanche. Je me suis garé dans l'allée familière de ma maison d'enfance. Juste au moment où le soleil disparaissait complètement sous l'horizon, projetant de longues ombres sombres sur la pelouse parfaitement entretenue, la maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Une forteresse de banlieue parfaite qui masquait complètement les dynamiques toxiques et profondément imparfaites opérant juste derrière la lourde porte d'entrée en bois. Je suis resté dans ma voiture un long moment silencieux, le moteur tournant au ralenti, prenant une dernière profonde inspiration pour me recentrer complètement. Je devais enfermer chaque once de ma colère brûlante, de mon dégoût et de mon sentiment accablant de profonde trahison. Ce soir, je n'étais pas Finian, le PDG impitoyable de la logistique. Ce soir, je devais jouer le rôle absolument parfait du frère cadet naïf, travailleur et complètement inconscient, qui n'avait absolument aucune idée que sa famille venait de commettre un crime fédéral pour voler toutes ses économies. J'ai attrapé une bouteille de vin rouge coûteux sur le siège passager, une offrande polie et dénuée de sens pour l'embuscade, et j'ai monté l'allée en béton. Avant même que j'aie eu la chance d'appuyer sur la sonnette en laiton, la porte s'est ouverte en grand. Ma mère, Geneviève, se tenait là, arborant un sourire incroyablement lumineux, douloureusement forcé, qui n'atteignait même pas ses yeux nerveux. « Finian, mon doux garçon », a-t-elle pratiquement chantonné, tendant la main pour me tirer dans une étreinte serrée et très théâtrale. « Tu es si beau dans ce costume, mais tu as toujours l'air si fatigué. Tu travailles trop. Tu devrais vraiment prendre des vacances. Entrez. Entrez. Tout le monde est déjà dans le salon à t'attendre. Le rôti est presque prêt. » La lourde odeur savoureuse d'ail et de bœuf rôti me frappa immédiatement, un parfum familier de mon enfance qui me fit soudain tordre l'estomac d'une intense nausée. Je suis entré dans le foyer vivement éclairé, lui tendant la bouteille de vin avec un hochement de tête poli et parfaitement maîtrisé. Je l'ai suivi dans le salon principal, me préparant au cirque absolu que je savais m'attendre. Mon père, évandé, était assis dans son fauteuil inclinable en cuir préféré, sirotant un verre de scotch. Il m'a fait un hochement de tête rigide et maladroit, ses yeux se détournant rapidement des miens. Mais le véritable spectacle était sur le canapé en velours coûteux. Kees et sa fiancée incroyablement exigeante, Lyra, étaient assis près l'un de l'autre. Lyra posait nonchalamment sa main parfaitement manucurée sur un tout nouveau sac à main Chanel en édition limitée qui coûtait facilement plus que ma première voiture d'occasion. C'était maladivement évident. Elle avait déjà agressivement plafonné une nouvelle carte de crédit pour l'acheter, s'attendant pleinement à ce que mes 12 800 000 $ soient officiellement crédités sur le compte de Kees d'ici demain après-midi. Elle célébrait littéralement ma ruine financière avant même l'arrivée de l'argent. Kees, quant à lui, montrait un spectacle théâtral incroyablement pathétique d'intense épuisement émotionnel. Il soupira lourdement, se frottant les tempes comme s'il portait le poids massif de toute l'économie mondiale sur ses larges épaules. « Et, petit frère » murmura Kees, offrant un faible salut, incroyablement condescendant. « C'est bien que tu aies enfin trouvé du temps pour la famille. Je sais à quel point tu es occupé à compter tous ces conteneurs. » Et, Kees, ai-je répondu avec aisance, m'asseyant sur le fauteuil adjacent, gardant ma posture complètement détendue et non menaçante. « Comment vont les affaires de fitness de luxe ? Le marché semble un peu volatile ces derniers temps. » Kees échangea un regard rapide et très significatif avec notre père. « Oh, tu sais, on navigue simplement à travers les défis complexes d'être un employeur local majeur, dit-il, sa voix dégoulinant d'une arrogance imméritée. Ça a un coût mental énorme. Lourde est la tête qui porte la couronne, n'est-ce pas? J'ai dû physiquement me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater d'un rire froid et hystérique. La couronne à laquelle il faisait référence était une chaîne de salles de sport en faillite avec des tapis de course vides et une montagne de factures de fournisseurs impayés. Nous sommes restés là, dans le salon, pendant 20 minutes angoissantes, engageant les petites conversations les plus douloureuses et superficielles imaginables. Nous avons discuté du doux temps d'automne, du coût croissant des produits d'épicerie bio et des potins ennuyeux du quartier. Tout le monde jouait parfaitement son rôle assigné, tournant lentement autour de l'énorme éléphant lourdement armé dans la pièce. Finalement,
ma mère a joyeusement annoncé que le dîner était complètement prêt, et nous avons tous migré vers la salle à manger formelle. La table était méticuleusement dressée avec la vaisselle de fantaisie qu'il ne sortait que pour les grandes fêtes, ou apparemment, pour les trahisons familiales massives. Nous nous sommes passés les lourds plats, le tintement des couverts coûteux contre la porcelaine résonnant bruyamment dans le silence tendu et suffocant. J'ai mangé délibérément, mâchant ma nourriture avec soin, attendant avec une patience absolument glaciale. Je savais exactement comment cette performance orchestrée allait se dérouler. Je n'avais plus qu'à attendre que le réalisateur lance l'action. Finalement, alors que ma mère commençait à débarrasser les assiettes vides pour faire place au dessert, mon père posa lentement sa serviette en lin sur la table. Les petites conversations douloureusement polies s'éteignirent immédiatement dans un silence total. Mon père racla bruyamment sa gorge, le signal familial universel et indéniable que la véritable et brutale embuscade était enfin sur le point de commencer. Feignant, commença mon père, sa voix adoptant ce ton profond et autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il était sur le point de demander quelque chose d'entièrement déraisonnable. Nous t'avons réunis ici ce soir parce qu'il y a quelque chose d'une importance capitale que nous devons discuter en tant que famille unie. J'ai posé mon verre d'eau sur la table incroyablement lentement, joignant soigneusement mes mains dans mon giron. Je le regardais avec des yeux grands et parfaitement innocents. Bien sûr, papa. Que se passe-t-il? Tout le monde est-il en bonne santé? Il racla de nouveau bruyamment sa gorge, visiblement mal à l'aise, mais poussant sans relâche leurs plans tordus. C'est à propos de ton frère. Comme tu le sais, l'économie nationale a été incroyablement impitoyable ces derniers temps. Case s'épuise à la tâche pour maintenir sa franchise de fitness à flot, mais le marché immobilier commercial est complètement impitoyable en ce moment. Il est confronté à un problème de trésorerie mineure et temporaire. Un problème de trésorerie mineure et temporaire. C'était certainement une façon très créative de décrire le fait d'être au bord d'une faillite catastrophique et d'une saisie totale des actifs. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Case, ai-je dit, m'assurant d'injecter juste la bonne dose de fausse sympathie fraternelle dans ma voix calme. Les affaires peuvent être incroyablement difficiles. As-tu envisagé de restructurer ta dette d'entreprise ou peut-être de réduire la taille de l'emplacement du centre-ville? Lyra laissa échapper un ricanement sec et très offensé, levant les yeux au ciel de manière dramatique. Réduire la taille? On ne peut pas réduire la taille d'une marque de luxe haut de gamme, Feignant. Cela ruine complètement l'esthétique exclusive que nous avons bâtie. Case a juste besoin d'une petite injection de capital pour complètement inverser la situation. C'est exactement pourquoi nous voulions te parler ce soir, intervint ma mère, se penchant en avant, les mains jointes fermement dans un geste suppliant. Tu as été si incroyablement béni avec ton entreprise de logistique, Feignant. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser en une vie. Nous pensons que la meilleure et la plus morale des solutions est que tu aides ton frère. Il a juste besoin d'un prêt familial à court terme. J'ai levé un sourcil, me penchant légèrement en arrière dans ma lourde chaise en bois. Un prêt? De combien exactement parlons-nous ici? Case gonfla sa poitrine, essayant d'avoir l'air incroyablement professionnel et composé. 2 500 000 $, déclara-t-il nonchalamment comme s'il me demandait de lui avancer de l'argent pour une tasse de café bon marché. Cela couvrira toutes mes dettes opérationnelles en suspens, rénovera complètement l'emplacement principal pour attirer de meilleurs clients, et me donnera une marge de manœuvre opérationnelle solide de 6 mois. Je te rembourserai avec intérêt dès que les profits massifs commenceront à affluer le trimestre prochain. Je le regardais. 2 500 000 $. J'ai senti un amusement froid et sombre bouillonnant dans ma poitrine. J'ai lentement secoué la tête. Non, je ne te donnerai absolument pas 2 500 000 $, Case. Je ne suis pas une œuvre de charité, et je ne suis certainement pas une banque. La température de la salle à manger chuta instantanément d'environ 20 degrés. Mon père claqua sa main à plat sur la table, faisant sauter violemment les couverts coûteux. Tu manques complètement le but, Feignant, grogna-t-il avec colère. Nous ne te demandons pas réellement ta permission. Nous te disons comment fonctionne cette famille. Ma mère tendit rapidement la main, agrippant mon bras d'une prise désespérée et griffue. Feignant, s'il te plaît, ne sois pas si terriblement égoïste et dramatique. Nous avons en fait déjà pris la liberté d'ajouter légalement Case à ton portefeuille d'investissement principal cet après-midi. Nous avons utilisé nos pouvoirs de contact d'urgence pour l'aider. La famille est censée partager la richesse. C'est pour le plus grand héritage familial.
Kees se pencha en arrière dans sa chaise, un sourire énorme et incroyablement suffisant se répandant sur son visage arrogant. Il me regardait comme un roi victorieux regardant un paysan vaincu. « Ne sois pas fâché, petit frère, dit-il avec aisance, sa voix dégoulinant d'une condescendance absolue. Tu ne sais de toute façon pas comment profiter de ta richesse. Tu restes juste dans ton bureau ennuyeux toute la journée. J'ai besoin de ce capital pour construire un véritable héritage. Je retirerai simplement les 2 500 000 $ demain et tu remarqueras à peine qu'il manque dans la pile. C'est pour le plus grand bien du nom de la famille. » Ils étaient tous là, me fixant, s'attendant pleinement à ce que j'explose de rage, que je crie, peut-être même que je pleure. Ils s'attendaient à une victime impuissante et piégée qui venait d'être complètement déjouée par sa brillante famille. Au lieu de cela, j'ai regardé le visage suffisant de Kees, puis le tout nouveau sac Chanel de Lyra, et enfin les expressions complètement indifférentes de mes parents, et j'ai commencé à rire. Cela a commencé comme un petit rire étouffé et a rapidement grandi en un rire froid, incroyablement creux et perçant qui résonna bruyamment sur les murs de la salle à manger. C'était un son terrifiant, et j'ai vu ma mère sursauter physiquement, retirant sa main de mon bras comme si elle venait d'être brûlée. « Qu'y a-t-il de si incroyablement drôle, Finian » a exigé mon père, son visage virant à une teinte rouge foncée et en colère. « C'est une affaire familiale extrêmement sérieuse, pas une blague. » J'ai lentement arrêté de rire, essuyant une seule larme d'amusement pure et sombre du coin de l'œil. Je me suis penché en avant, posant lourdement mes coudes sur la table de la salle à manger, joignant mes doigts en steeple. J'ai regardé directement dans les yeux incroyablement confus et arrogants de Kees. « Tu te prends vraiment pour un génie, n'est-ce pas, Kees ?» ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion maintenant, froide et tranchante comme un scalpel. « Tu penses avoir complètement déjoué le petit frère ennuyeux. Dis-moi, le système bancaire automatisé t'a-t-il envoyé un email confirmant ton nouvel accès joint aujourd'hui à midi ?» Kees fronça les sourcils, son sourire suffisant vacillant légèrement. « Oui, l'email de bienvenue officiel est arrivé pile à l'heure. Les fonds sont entièrement disponibles pour un retrait demain matin, une fois que la retenue de 24 heures sera levée. » J'ai hoché la tête lentement, un sourire prédateur revenant sur mon visage. « Excellent. Alors tu devrais absolument avoir l'application bancaire mobile installée sur ton téléphone en ce moment. Pourquoi ne vas-tu pas l'ouvrir, Kees ? Vérifie le solde disponible actuel. » Lyra regarda de l'un à l'autre, soudain très nerveuse, sa main se resserrant convulsivement sur la coûteuse sangle en cuir de son nouveau sac à main. « Ouvre juste l'application, chérie, lui murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Montre-lui combien il y a là-dedans. » Kees ricana bruyamment, essayant de maintenir son arrogant façade. « D'accord, si tu as vraiment besoin de voir physiquement les chiffres pour enfin accepter la réalité, je vais te faire plaisir. » Il plongea la main dans la poche de sa veste de marque, sortit son smartphone coûteux et tapota agressivement l'écran pour ouvrir l'application bancaire. Le scanner biométrique a instantanément lu son visage, et le tableau de bord principal s'est chargé sur l'écran lumineux. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le regardant avec une anticipation absolument glaciale. J'ai vu ses yeux parcourir l'écran. J'ai vu le moment précis où son cerveau a finalement traité les chiffres affichés sur l'interface lumineuse. La couleur restante s'est complètement drainée de son visage, le laissant ressembler à un fantôme malade. Sa mâchoire s'est littéralement ouverte et ses mains ont commencé à trembler si violemment qu'il a failli laisser tomber le téléphone directement dans son assiette à dessert vide. « Non » murmura-t-il, sa voix craquant de panique absolue. « Non, cela doit être une erreur système. C'est un problème. Où est-il ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça dit ? » « Kees » demanda ma mère frénétiquement, se levant de sa chaise et se penchant sur son épaule tremblante pour regarder le petit écran. Kees claqua ses mains sur la table, perdant complètement la tête. « Où est mon argent » hurla-t-il, sa voix résonnant de manière stridente dans la pièce. Il jeta violemment le téléphone coûteux à travers la pièce, l'écran de verre se brisant bruyamment contre le parquet. Je me suis penché près, complètement indifférent à sa crise de colère dramatique. Je le fixais, sentant une vague massive et euphorique de justice absolue m'envahir. « Ton argent » ai-je demandé doucement. « Il n'a jamais été à toi, Kees. Tu vois, la banque m'a en fait immédiatement informé quand mes chers parents ont essayé de commettre un crime. » Mon père se leva agressivement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Que as-tu fait, Finian » cria-t-il, les poings serrés contre ses flancs. Je les regardais tous,
buvant leur choc absolu, leur panique, leur dévastation complète et totale. Je portais le coup de grâce sans une once de pitié. C'est drôle, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le silence soudain de la pièce. J'ai liquidé tout le portefeuille la veille au soir. J'ai transféré chaque centime à une fiducie aveugle privée et sécurisée que vous ne trouverez jamais. Je me suis assuré de laisser exactement 12,37 $ sur le compte, juste pour le laisser ouvert pour toi. Alors, Case, j'espère que tu pourras construire ton énorme héritage familial avec 12$. Merci à tous ceux qui ont patiemment suivi cette incroyable histoire de vengeance ultime jusqu'à ce tournant majeur. Si vous appréciez de voir cette famille de privilégiés enfin recevoir exactement ce qu'ils méritent, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le mot « complet ». Ce mot spécial est un petit insigne d'honneur qui me dit que vous êtes un vrai fan qui a regardé jusqu'à la meilleure partie. Je lirai personnellement, cliquerai sur le bouton j'aime et répondrai à chaque commentaire qui inclut le mot « complet ». Votre incroyable engagement aide à pousser cette vidéo vers un public beaucoup plus large. Et j'apprécie vraiment votre soutien. Le lourd silence qui suivit ma révélation dévastatrice fut absolument assourdissant. Pendant un long moment angoissant, le seul son dans l'élégante salle à manger fut la respiration haletante et frénétique de mon frère, et le faible tic-tac pathétique de l'horloge grand-mère antique dans le couloir. Ma mère s'effondra sur sa chaise en bois, les mains couvrant sa bouche, tandis que de vraies larmes de choc et d'horreur absolue commençaient enfin à couler sur son visage pâle. « Tu ne peux pas faire ça », rugit enfin mon père, sa voix tremblant d'un mélange terrifiant de rage incontrôlable et de terreur soudainement naissante. Cette somme d'argent massive est strictement destinée aux urgences familiales. Tu ne peux pas la voler à ton propre sang. Je me suis levé lentement, ajustant calmement les poignets de mon costume coûteux, les dominant avec une autorité absolue et indéniable. C'est mon argent, et vendez, ai-je dit, abandonnant complètement le titre de « papa ». Il est exclusivement pour mes urgences, pas pour financer les habitudes d'achat pathétiques de Case et ses entreprises commerciales en faillite. Je n'ai rien volé. J'ai simplement protégé mes propres actifs d'un vol coordonné, ce qui, au fait, est exactement ce que vous trois avez tenté d'orchestrer aujourd'hui. Lyra se leva brusquement, saisissant son nouveau sac Chanel, son visage tordu en un masque hideux de pure panique égoïste. C'est complètement fou, hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers Case. Tu m'avais spécifiquement promis que l'argent serait sur le compte aujourd'hui. Tu m'avais promis que toutes mes cartes de crédit seraient remboursées demain. Je ne vais pas couler avec ton navire en faillite, Case. Sans un autre mot, elle tourna sur ses talons coûteux, sortit en trombe de la salle à manger, et claqua la lourde porte d'entrée si fort que toute la maison trembla. Case n'a même pas essayé de l'arrêter. Il était complètement figé sur sa chaise, fixant le vide les morceaux brisés de son téléphone par terre, la réalité de sa ruine financière totale le submergeant enfin. Comment as-tu pu être si incroyablement cruel et égoïste? Ma mère sanglota bruyamment, tendant la main vers moi. Ton frère est venu nous voir désespérément, ayant besoin d'aide urgente, et tu as complètement vidé ton compte massif juste pour le contrarier et ruiner sa vie. Je la regardais, ne ressentant absolument rien d'autre que du mépris froid et dur. Je ne l'ai pas vidé juste pour le contrarier, Geneviève. Je l'ai vidé pour le protéger farouchement d'un crime. Pensais-tu honnêtement que je ne le découvrirais pas? Je tournai mon regard perçant vers mon père qui paraissait soudain incroyablement petit et terrifié. Parlons de la façon exacte dont vous avez obtenu cet accès joint, et vendez. Vous avez littéralement commis plusieurs crimes fédéraux aujourd'hui. Vous avez intentionnellement accédé à mes comptes financiers sous de faux prétextes. Vous avez présenté un document légal contrefait à une institution bancaire fédérale. Mon père déglutit difficilement, son visage prenant une teinte grise malsaine. Nous n'avons rien falsifié, balbutiait-il faiblement, perdant complètement son audace précédente. Tu as signé ces documents toi-même il y a des années. J'ai souri, une expression nette et dangereuse qui le fit reculer d'un pas. J'ai signé une procuration médicale lorsque mon appendice a rompu il y a 5 ans, ai-je corrigé durement. Je n'ai pas signé une procuration financière générale. Vous avez lourdement altéré un document médical légal. Mon impitoyable avocat financier, Thaddeus, a déjà tout minutieusement documenté. Il a les images de sécurité de la banque, les documents altérés et le témoignage sous serment du gestionnaire de patrimoine. Ma mère laissa échapper un gémissement fort et pathétique, réalisant enfin le danger légal catastrophique dans lequel il se trouvait. Fignan, s'il te plaît, implora-t-elle, les larmes ruinant son maquillage coûteux.
Nous essayions juste de faciliter un soutien familial. Nous ne voulions pas enfreindre de loi. Nous voulions juste sauver Kees. Juste avec des étapes supplémentaires hautement illégales, l'interrompis-je froidement. Voici mon ultimatum final non négociable. Vous allez complètement me laisser tranquille. Vous ne contacterez jamais plus mon entreprise, ma banque ou mon téléphone personnel. Vous resterez ici et regarderez Kees gérer ses propres dettes massives qu'il s'est infligées, sans un seul centime de mon argent. Si l'un d'entre vous essaie un jour de me contacter, ou si vous tentez un jour d'accéder à mes actifs, je donnerai personnellement instruction à Thaddeus de remettre le dossier épais de preuves directement au FBI pour fraude électronique criminelle et vol d'identité grave. Vous passerez tous les deux votre retraite dans une prison fédérale. Mon père s'effondra lourdement sur sa chaise, complètement vaincu, la tête enfouie dans ses mains tremblantes. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable dans sa serviette en lin. Kees fixait le mur, complètement brisé. J'ai calmement saisi mon manteau sur le porte-manteau du couloir, ouvrit la lourde porte d'entrée et sortis dans l'air frais et rafraîchissant de la nuit. Je les laissais assis seuls dans les ruines absolues qu'ils avaient eux-mêmes créées. Mais je savais que les personnes désespérées et privilégiées n'abandonnent pas si facilement. Les conséquences immédiates de ce dîner explosif furent exactement aussi chaotiques, désordonnées et pathétiques que je l'avais entièrement anticipé. Mes parents et Kees étaient bien trop terrifiés par ma menace explicite concernant le FBI et les accusations de fraude électronique criminelle pour me contacter directement, mais ils n'allaient absolument pas se laisser faire sans bruit. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils déployèrent la tactique familiale classique et très toxique. Ils lâchèrent un essaim implacable de singe volant. Dès midi le lendemain, mon téléphone privé commença à exploser agressivement avec des dizaines de messages textes furieux et de messages vocaux enragés de divers membres de la famille élargie. Ma tante Daphné, qui n'avait pas pris la peine de m'appeler pour mon anniversaire depuis plus de 10 ans, laissa un message vocal hystérique de 5 minutes, m'accusant d'être un monstre sans cœur et avide, qui poussait malicieusement son propre sang à vivre dans la rue. Mon cousin plus âgé envoya des paragraphes incroyablement longs et décousus sur la façon dont la loyauté familiale devrait absolument l'emporter sur l'argent et comment je détruisais de manière permanente notre héritage familial par pure petite cupidité. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis simplement assis confortablement dans mon bureau d'angle, sirotant mon café noir chaud, et bloquant méthodiquement chaque numéro qui apparaissait sur mon écran. J'ai agressivement verrouillé tous mes profils de médias sociaux, informé la sécurité de mon immeuble de bureau d'interdire définitivement à tout membre de ma famille d'entrer dans les locaux. Et j'ai donné instruction à mon assistante exécutive de transférer immédiatement tout email suspect directement à Thaddeus pour examen juridique. J'ai construit une forteresse impénétrable de silence autour de moi, coupant complètement leur approvisionnement toxique en oxygène. Sans mes 12 800 000 $ pour le renflouer violemment, l'empire fragile de Kees s'effondra avec une vitesse spectaculaire et catastrophique au cours des semaines suivantes. Thaddeus me tenait informé des dépôts légaux publics par pur amusement professionnel. La société de gestion immobilière commerciale haut de gamme expulsa officiellement Kees de son emplacement de salle de sport du centre-ville après qu'il ait manqué 3 paiements de loyer consécutifs. L'équipement d'exercice italien coûteux fut agressivement repris par les créanciers en colère. Kees fut contraint de déposer officiellement le bilan, ruinant complètement son crédit et sa précieuse réputation publique. Comme prévu, l'IRA n'est pas restée pour la chute absolue. La seconde même où elle a pleinement réalisé qu'aucune fiducie secrète ne viendrait les sauver et payer ses énormes factures de cartes de crédit, elle a rompu brusquement les fiançailles, emballé sa vaste collection de sacs de créateurs et disparu complètement de sa vie, le laissant gérer entièrement seul les retombées juridiques écrasantes. Kees fut finalement contraint de retourner vivre dans sa chambre d'enfant chez mes parents, un homme complètement brisé, lourdement endetté. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je me suis senti complètement, massivement libre. Le poids lourd et suffocant des attentes toxiques constantes de ma famille avait enfin été définitivement levé de mes épaules. Je me suis relancé dans mon entreprise de logistique avec une énergie explosive renouvelée. Sans la distraction constante et épuisante de mes parents exigeant de l'argent, mon entreprise a absolument décollé. J'ai réussi à obtenir 3 nouveaux contrats d'entreprise massifs, j'ai agressivement étendu ma flotte commerciale de 20% et j'ai vu ma fiducie aveugle nouvellement sécurisée continuer de croître en toute sécurité sous la gestion experte de Thaddeus. J'aurais dû me sentir incroyablement coupable de voir mon propre frère tout perdre. Une petite partie de moi, profondément conditionnée, tentait parfois de me chuchoter que j'étais un mauvais fils, mais la partie beaucoup plus grande et rationnelle de mon cerveau ne ressentait rien d'autre qu'un soulagement pur et non frelaté.
J'avais finalement utilisé une immense épée affûtée comme un rasoir pour couper une lourde corde qui me traînait violemment sous l'eau pendant des années. Exactement 6 mois de silence total et magnifique s'écoulèrent. Pas d'appel, pas de message texte furieux, pas d'embuscade surprise à mon bureau. Puis, un mardi matin aléatoire, une lettre certifiée formelle arriva à mon siège social. J'ai fixé l'épaisse enveloppe sur mon bureau pendant longtemps avant de l'ouvrir soigneusement. Ce n'était pas une poursuite. Ce n'était pas un courrier haineux de tante Daphné. C'était une lettre formelle de plusieurs pages, soigneusement écrite à la main par mon père, et vendée, et co-signée par ma mère et Kees. C'étaient des excuses réelles, détaillées, et étonnamment lucides. Ils expliquaient que mon départ dévastateur et la faillite brutale de Kees les avaient finalement forcés à chercher une thérapie familiale intense et professionnelle. Ils admettaient par écrit que leur horrible tentative illégale de voler mon argent avait été le point le plus bas de leur vie. Ils reconnaissaient complètement à quel point ils avaient été profondément injustes envers moi depuis l'enfance, comment ils avaient agressivement favorisé le sentiment de privilège toxique de Kees, et comment ils avaient complètement tenu pour acquise ma force et mon indépendance. J'ai lu la longue lettre 2 fois, mon visage complètement impassible, avant de la plier et de la placer silencieusement dans mon tiroir de bureau. Les mots écrits sur papier étaient incroyablement faciles à produire. Les actions réelles et durables étaient ce qui comptait vraiment pour moi maintenant. Il a fallu encore un mois entier de délibération interne silencieuse avant que je n'accepte finalement de répondre à leur lettre certifiée. J'ai donné instruction à Thaddeus de prendre officiellement contact et d'organiser une seule réunion strictement chronométrée. Un terrain neutre, un café public animé du centre-ville, d'une durée maximale d'1 heure, sans absolument aucune attente de pardon immédiat. Je n'étais pas entièrement prêt à les accueillir de nouveau dans ma vie, mais j'étais enfin prêt à m'asseoir en face d'eux et à établir clairement mes limites absolues et non négociables pour l'avenir. Quand je suis entré dans le café bondé, je ne les ai presque pas reconnus. Mes parents avaient l'air significativement plus âgés, le stress intense de l'année passée avait creusé de profondes rides sur leur visage. Mais la transformation la plus choquante était Kees. L'enfant chéri arrogant et flamboyant, portant des costumes de marque, avait complètement disparu. Il portait une chemise simple à boutons, légèrement délavée, et il avait l'air incroyablement humble, presque entièrement dégonflé. Il ne me regardait pas avec son habituel sentiment de supériorité suffisant. Il regardait ses chaussures. « Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer, Finian », dit doucement ma mère alors que je m'asseyais en face d'eux, sa voix dépourvue de son panache dramatique habituel. J'ai hoché la tête d'un hochement sec, posant mon café noir sur la table. « Vous avez exactement 1 heure. Parlez. » Kees prit une profonde respiration tremblante et me regarda directement dans les yeux pour la première fois de sa vie sans arrogance. « Je te dois les plus grandes excuses du monde, Finian, » commença-t-il, sa voix était épaisse d'une émotion sincère. Le thérapeute m'a forcé à regarder exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Je croyais vraiment, sincèrement, que j'avais en quelque sorte droit à ton travail acharné. Je pensais que parce que je luttais et que tu réussissais, tu me devais ton argent. C'était incroyablement toxique et je suis si profondément désolé d'avoir essayé de te voler. Je me suis penché en arrière, étudiant attentivement son visage. Comment survis-tu maintenant, Kees ? Je travaille à un emploi de bureau de saisie de données de base dans une compagnie d'assurance, admit-il, un rougissement d'embarras lui montant au cou. Je prends le bus public pour aller au travail. Une partie massive de mon salaire est automatiquement saisie pour rembourser lentement mes créanciers restants. C'est incroyablement difficile, mais c'est entièrement de ma faute. Lyra est partie. La salle de sport est partie, mais j'apprends enfin à gérer mon propre argent pour la première fois de ma vie. Mon père prit la parole ensuite, sa voix lourde de regret. Nous t'avons complètement laissé tomber, Finian. Nous avons gravement favorisé son horrible comportement et nous t'avons agressé pour être simplement capable et indépendant. Nous avons signé un contrat légal formel avec Thaddeus hier. Il stipule explicitement que nous renonçons entièrement à tout droit d'agir un jour comme ton mandataire médical ou financier. Nous nous sommes volontairement retirés de toute ton existence légale pour te prouver que nous ne franchirons plus jamais cette limite. J'ai regardé les trois. Ils étaient complètement brisés. Tentant de se reconstruire lentement à partir de zéro. L'énorme dynamique de pouvoir dans la famille avait définitivement et irrévocablement changé. Je n'étais plus le frère cadet invisible et sous-estimé. J'étais l'homme qui tenait toutes les cartes, l'homme qu'ils respectaient profondément par pure nécessité et nouvelle compréhension. J'apprécie les excuses, ai-je dit lentement,
ma voix calme et stable. Et j'apprécie que vous ayez signé les documents légaux de Thaddeus, mais la confiance est complètement brisée. Il faudra des années de comportement constant et respectueux pour que j'envisage même d'avoir une relation normale avec l'un d'entre vous. Jusque-là, vous ne me demanderez jamais d'argent. Vous n'essaierez jamais de me manipuler, et vous ne m'impliquerez jamais dans vos crises. Entendu, dit fermement mon père, hochant la tête. Nous voulons juste la chance de te regagner un jour. Je me suis levé, laissant mon café intact sur la table. Demain vous le dira. Au revoir. Je suis sorti du café, entrant dans la lumière vive de l'après-midi. J'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir. Mon énorme compte bancaire reposait en toute sécurité sous mon contrôle absolu, farouchement intouché par quiconque d'autre que moi, et ma famille toxique apprenait enfin douloureusement à respecter cela. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les personnes privilégiées est de protéger impitoyablement ce qui vous appartient et de les laisser faire face aux conséquences brutales de leurs propres actions. Non par méchanceté ou égoïsme, mais par pur et simple respect de soi. Alors, Reddit, je vous remets le verdict final. Suis-je un parfait salaud d'avoir liquidé instantanément mon portefeuille de 12 800 000 $ et d'avoir froidement laissé l'intégralité de l'empire commercial de mon frère aîné s'effondrer de manière spectaculaire dans une faillite? Ou ai-je donné à ma famille toxique la dure leçon de réalité qu'ils méritaient vraiment? Veuillez partager vos propres expériences avec des membres de la famille privilégiée dans la section des commentaires ci-dessous. J'adorerais les lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce voyage de vengeance ultime, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à pour plus d'histoires quotidiennes de karma. N'oubliez pas, protégez toujours votre paix et ne laissez jamais personne vous traiter comme un distributeur automatique de billets.